The Ultimate Guide to Travel, Petrus Jagersian, Hôtel Richemont, qui sont des thèmes que nous aborderons dans cette discussion et j'espère que vous pourrez également y participer ou en tout cas à la fin nous poser des questions. Ce sont des thématiques sur lesquelles nous reviendrons tout le temps. C'est un titre un petit peu surprenant, mais en même temps ce projet commun que nous n'avons jamais commencé, mais peut-être qu'aujourd'hui sera la première pierre de ce nouveau projet, qui était, j'avais l'idée d'inviter John à faire un guide de voyage, parce que John Armleder, comme il nous le racontera plus tard, est issu d'une famille d'hôteliers et il a beaucoup voyagé dans de nombreux pays et de nombreux palaces et il connaît très bien les restaurants et le vin. Et souvent, quand je pars en voyage, je lui demande des conseils, en fait, où est-ce qu'il faut, quel est le bon hôtel où il faut y aller. Alors il y a à la fois, ça peut être le nouveau ou celui qui est plus old school. Et il a toujours, en fait, les meilleurs conseils, je dois dire, et qu'on ne trouve pas forcément dans les guides classiques qu'on connaît. Donc, avis aux éditeurs, à mon avis, ce serait un best-seller. Si un jour on sort un guide qui aurait été par John Armleder ou sur ses conseils, je pense que ça ferait un grand succès. Alors, donc voilà, avis aux amateurs. Le titre est évidemment lié à des questions de goût, de décor, de lieu, d'architecture, qui sont au cœur de la pratique de John Armleder, sur lequel nous reviendrons dans cette discussion. Et évidemment, ici, les arts de la table seront un peu utilisés comme une métaphore aux arts plastiques, on va dire. Donc, si on parle de gelé et d'aspi, ça sera tout aussi important que de peinture ou de sculpture. Alors, je me présente John Armleder assez rapidement. C'est aujourd'hui l'une des personnalités et un des artistes les plus importants et influents de la scène internationale. Même si on ne le voit pas trop à Paris, il a bientôt une série d'expositions en France, notamment une actuellement qui a ouvert la semaine dernière à Biot, au musée Fernand Léger. Il est en train de préparer une exposition au Consortium à Dijon, avec une série de nouvelles peintures. Et ensuite, il a un grand projet sur lequel nous reviendrons plus tard, qui est le deuxième volet d'une exposition qui a lieu en ce moment à New York, qui s'intitule Karzou Armleder, et qui est donc un dialogue entre l'artiste Karzou et John Armleder. Et il nous expliquera pourquoi il a choisi cet artiste. Et cette exposition viendra à Paris le 11 septembre à la galerie Richard, que vous connaissez peut-être pas, mais qui se trouve dans le Marais, à côté en plein Marais, à côté des autres galeries, je crois, c'est ça. Le travail de John Armleder est assez polymorphe, donc on ne peut pas tellement l'identifier à une seule pratique, un médium ou une procédure. Mais néanmoins, on peut repérer certains ensembles. Alors, je vais aller assez brièvement, comme ça, faire un peu un tour d'horizon pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien son travail. Donc, John Armleder a commencé à la fin des années 60 en fondant un collectif sous le nom d'Écart, qui était proche des pratiques de Fluxus, donc liées à la performance. Il produisait des films. Écart était également un lieu d'édition, une galerie et un lieu d'exposition. C'est une galerie qui existe toujours, puisque John a toujours cette galerie Écart qui présente chaque année à Art Basel une sélection d'artistes, mais ce n'est pas une galerie au sens traditionnel, puisque déjà il ne prend aucun pourcentage sur les ventes. Et en plus, il ne représente pas les artistes, c'est plutôt des amis que tu invites ou des personnalités que tu choisis pour différentes raisons dont tu pourras nous parler plus tard. John Armleder a eu assez tôt une pratique du dessin qu'il réalise un peu moins aujourd'hui, qui était assez inspirée ou qui rappelait les formes du constructivisme russe ou du Bauhaus.
Ensuite, il a une pratique plutôt liée à la peinture, avec il y a eu certains moments, et justement sur lesquels nous reviendrons, où il était très représentatif d'un style. Quelques années plus tard, finalement, c'était un autre style qui prenait le dessus. Pour certaines personnes, il a énormément représenté les peintures à poids, par exemple. Pour d'autres, c'est plutôt les coulures. En fait, ces énormes peintures, enfin, elles ne sont pas toutes énormes d'ailleurs, mais ces peintures qu'il appelle les pour paintings, donc sur lesquelles coulent en fait des éléments qui sont assez hétéroclites, qui ne sont pas d'ailleurs forcément ceux qu'un peintre utilise habituellement, traditionnellement dans la peinture. Donc ça peut être aussi bien des paillettes et avec des solvants particuliers, qui sont tellement particuliers que parfois, quand ils sont utilisés à plat pour ces séries qui s'appellent les puddle painting, donc qui sont peintes au sol, les matériaux sont parfois même incompatibles puisque certaines peintures explosent ou se détruisent. Il y a également toute une pratique autour du wall painting qui est assez récurrente et que John continue de pratiquer. Je crois que d'ailleurs il y a un catalogue qui est en préparation sur raisonner sur les wall paintings. Mais peut-être que le groupe d'œuvres qui est le plus marquant ou représentatif, en tout cas peut-être pour moi, c'est ce qu'il appelle les furniture sculpture, qui est donc, peut-être c'est ce qu'il y a de plus emblématique, et encore, hein, selon le point de vue. Donc c'est dès les années 80, John Armleder a parlé de sculpture d'ameublement, un petit peu comme on parle de musique d'ameublement chez Erik Satie, qui sont des sculptures qui confrontent à la fois du mobilier ou des meubles, des artefacts réalisés par des designers qui soient pour certains connus ou inconnus, d'ailleurs peu importe, c'est pas tellement important, à des peintures de l'artiste. Et John a souvent parlé de ses œuvres en disant que ses peintures finissaient souvent à côté d'un canapé au-dessus d'une cheminée chez les collectionneurs et qu'à un moment donné, j'ai décidé de leur fournir le tableau avec le canapé, en fait. Alors évidemment, toutes ces questions d'ameublement, d'intérieur et de décor sont quelque chose de très important dans la pratique d'Armleder, tout au long de sa carrière. Et c'est un peu pour ça que je voulais aussi parler de l'hôtel Richemont, puisque John est issu donc d'une dynastie d'hôteliers et tu signifiais, tu étais même élevé dans cet hôtel donc à Genève, et tu avais même dit en parlant de ses décors par rapport à l'hôtel qu'on ne choisit jamais son décor. Donc je voulais te demander un petit peu si tu pouvais nous expliquer en quoi cette enfance passée dans cet endroit avait influencé ta pratique ou ta vision et comment tu l'avais ensuite un peu intégré dans ton travail. Bon, je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses et je pense que j'ai jamais été un grand amateur de la psychanalyse et de l'anecdote qui construit la narration de l'artiste, parce que j'ai toujours trouvé que les œuvres d'art sont plus importantes que les personnes qui produisent les œuvres, et si éventuellement il y a quelqu'un d'intéressant, c'est ceux qui les regardent. Donc effectivement, l'anecdote narrative qui va avec la personne de l'artiste est une anecdote sympathique parce que c'est une histoire, mais dans le fond, elle apporte assez peu d'explications, elle apporte des fausses explications. Alors effectivement, dans ce cas, j'ai été élevé dans un hôtel, j'ai vécu les 10 premières années de ma vie dans un hôtel, comme on vivait dans ce genre d'hôtel à l'époque. Hein. Là, on parle je suis né en 48, vous voyez l'époque, je suis un enfant d'après-guerre par excellence. J'étais dans un hôtel qui était un hôtel de luxe, mais old school, ce qui veut dire qu'on habitait dans des chambres de clients et qu'on se déplaçait régulièrement selon les besoins de l'occupation de l'hôtel. C'est effectivement singulier dans le fond parce qu'on était nomade dans un espace clos. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte comme étant quelque chose de singulier. Quand mes camarades d'école venaient me rendre visite, ils étaient impressionnés parce que c'était un grand endroit.
Mais en même temps, moi j'étais impressionné quand j'allais chez eux parce que leur univers à eux était défini, était plus ou moins stable. Ils rangeaient leurs jouets dans un endroit et ils restaient toute l'année dans le même endroit. Alors que moi, je devais toujours être capable d'emporter les choses avec moi d'une chambre à l'autre. Alors peut-être que ça forme l'esprit d'une certaine manière. Un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est Olivier Mosset, a toujours pensé que ça avait une influence sur la structure de mon travail dès le départ. Il n'a peut-être pas tort. Mais de nouveau, je pense que c'est plus anecdotique qu'autre chose. Le fait que j'ai très tôt commencé à travailler en assemblant des objets et de la peinture, alors que je me considère finalement comme un peintre plutôt qu'autre chose, vient probablement de cet environnement-là, parce qu'effectivement, c'était un vieil hôtel traditionnel où on mettait des gravures au-dessus des lits, et que, en tant qu'enfant, je voyais le lit et la gravure comme étant une seule pièce, comme un seul ensemble. Je ne séparais pas du tout ce genre de choses. Et finalement, après, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents, surtout ma mère, qui m'emmenaient dans des sites architecturaux dans le monde entier, dans les musées, je me trouvais toujours, j'étais petit, à confronter le siège sur lequel s'asseyait de temps en temps le gardien à côté du tableau comme étant un ensemble logique. Et finalement, si on le veut bien, on est exactement dans cette même situation en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit des tableaux, on voit deux bonhommes qui sont assis sur un podium en train de parler, et un ensemble de personnes assises au milieu d'une salle, et tout ça, c'est un ensemble qui est cohérent en soi, on ne peut pas vraiment le séparer, on essaye diablement toujours de séparer les choses, parce que c'est ce que l'on fait depuis qu'on est enfant, on classe les plots avec lesquels on joue comme par taille, par couleur, par genre, comme ici on va sans doute considérer que les tableaux sont différents du garçon qui est debout sur un podium avec en train de nous filmer avec sa gâchette à lui. Et pourtant, notre expérience en ce moment, c'est celle de l'ensemble, de l'architecture, du moment qui passe et de cet effort incongru d'un artiste qui essaye de parler sans parler de son travail et des gens qui essayent de l'écouter. Alors d'ailleurs, est-ce que, sur ces questions de décor, est-ce que pour toi, le White Cube est un décor au même titre que le serait, tu vois, un bar d'hôtel, par exemple? Ce ne serait pas exactement la même chose, mais puisque tu parlais de ma pratique de peinture murale, qui serait assimilable à ce qu'on a appelé à un moment donné des wall drawings du fait de Sol DeWitt, ben mes premières peintures murales, c'était de repeindre un mur blanc en blanc. Donc en quelque sorte, on pourrait tricher et dire que j'ai fait les peintures murales ici. Donc le White Cube est une des solutions qui n'est pas très différente de celle du cadre ou de celle du clou qui tient le tableau. Il y a un certain nombre d'instruments qui permettent à mettre quelque chose en place, et cela va de l'éclairage dans un local jusqu'à l'annonce dans un aéroport, puisqu'on était côté dans un aéroport, pour nous annoncer que le vol va bientôt partir. C'était pas bien. Si, tout à fait. Mais je voulais revenir sur ces questions de décor et de palace, sans vouloir faire de la psychanalyse, effectivement. Mais néanmoins, pour enchaîner sur le point suivant, qui était Jacques Garcia, donc, qui est le décorateur français que vous connaissez, puisqu'il a réalisé les hôtels Coste, la Mamounia et bien d'autres choses encore depuis, j'imagine, mais que je n'ai pas forcément suivi, qui a ce château Champ de Bataille en France et qui est un peu le tenant du bon goût à la française, mais évidemment de façon un peu historique. Et nous avons travaillé sur un projet ensemble qui a eu lieu en 2008 au Centre culturel suisse à Paris, où j'avais demandé à John quel serait en fait le projet que tu aimerais réaliser, parce que évidemment le lieu est assez petit quelque part et John a des expositions de par le monde dans les plus grandes institutions, donc c'était l'idée de pouvoir proposer quelque chose qu'il ne pourra peut-être pas faire ailleurs. Et ta première idée, c'était de réaliser un projet
avec Jacques Garcia. Donc c'était quand même avec un décorateur, parce que tu voyais aussi dans les formes en fait qu'il crée, les décors qu'il invente, peut-être une résonance avec certaines choses que tu avais vues à l'hôtel Richemont. Est-ce que tu peux aussi parler de pourquoi tu as voulu Jacques Garcia et d'expliquer peut-être un peu le projet tel qu'il s'est développé? Je ne fais pas vraiment le lien avec ma vie dans un hôtel. Ce qui m'intéressait le plus, en l'occurrence, c'est une situation de délégation. C'est-à-dire, on se croit toujours responsable de beaucoup de choses. On l'est au niveau affectif et au niveau politique, c'est vrai, et toujours. C'est une responsabilité que l'on évacue très souvent par confort. Par contre, ce que l'on sait, c'est que nous sommes envahis de formes que nous envahissons à notre tour. Et l'idée de produire quelque chose qui serait de notre signature est bien sûr une idée quelque peu vaine, et ce désir de s'approprier le monde à travers une signature est quelque chose qui est inhérent à ce besoin de recherche d'identité, mais en même temps fait que inévitablement on glisse sur la pente savonneuse de la perte d'identité. Donc c'est une chose qui m'intéresse de plusieurs façons. On le verra bien sûr dans beaucoup de processus de mon travail qui ont été assimilés à tort ou à raison à l'appropriation, c'est-à-dire de reprendre des schémas qui sont pratiqués par d'autres signatures, en quelque sorte, un peu pour abolir la signature. Et j'ai toujours voulu faire une exposition où je n'y étais pour rien, en quelque sorte. Et c'est bien sûr illusoire, parce qu'à partir d'un moment donné où vous êtes convoqué, c'est exactement comme quand vous êtes convoqué par la police ou par n'importe quelle autorité. D'une certaine manière, vous ne vous en tirez pas, en quelque sorte. Néanmoins, longtemps, je me suis dit qu'un espace d'exposition, c'est un espace physique, et que, en quelque sorte, quoi qu'on fasse, on le décorait. Que ce soit en faisant un white cube, que ce soit en accrochant des tableaux de soi ou d'autres personnes, c'est une forme de décor, dans le sens large. Et je pense que la culture est toujours une forme de décor. Donc elle nous inclut, elle nous avale de cette manière-là dans ce stratagème. Alors tant qu'à faire, d'autant plus que je m'étais impliqué souvent dans la mixité du type d'objets que j'exposais, tant qu'à faire, pourquoi pas demander à un décorateur de faire une exposition pour laquelle on n'y était pour rien. L'exposition que nous avons faite ensemble avec Jacques Garcia était dans le fond la réalisation du rêve parfait, parce que nous sommes allés voir Jacques Garcia que je ne connaissais pas, dont je connaissais les réalisations les plus connues, comme les hôtels Cos que tu mentionnais, et on est allé le voir. On a parlé avec lui et je lui ai dit, voilà, l'espace est ce qu'il est, on lui a montré les plans et on lui a suggéré de l'habiter à la manière qu'il voulait, sans indication de ma part, quelle qu'elle soit. Jacques Garcia a écouté ça de manière concentrée et distraite en même temps, en gribouillant sur les plans de l'Institut culturel suisse, et en imaginant quelque chose, mais à la fin de la conversation, il nous a dit, oui, alors si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire, c'est une exposition où vous venez qu'au vernissage, vous vous intéressez à rien, vous n'avez pas le moyen de le faire. Alors nous, deux, on s'est dit, ben, c'est mal parti. Puis après, il a dit, oui, mais alors quel tableau voulez-vous exposer dans ce décor? Puis je lui ai dit, mais pas de tableau, ou des tableaux, c'est comme vous voulez, mais ce serait pas... Parce que lui, il pensait à un moment donné que c'était un décor pour exposer mes propres tableaux, quelque chose comme ça. Alors quand on lui a expliqué que ce n'était pas du tout ça, ça l'a quelque peu amusé. Et il s'est dit, oui, ben, ça m'intéresse dans le fond, mais on a parlé avec un de mes galeristes de Zurich, Andrea Karac, qui lui a dit, on peut vous trouver des Picasso, des Picabia, tout ce que vous voulez. Puis il dit, oui, non, pas vraiment, etc. Puis à un moment donné, Karac dit, oui, mais je m'occupe de l'estate de Helmut Newton. Et là, Garcia a dit, ah ben oui, un collectionneur parisien un peu comme ça, il prendra des photographies, c'est parfait. Helmut Newton, c'est ce qu'il nous faut. Donc, il a rempli l'espace
d'Helmut Newton. Il a fait son décor et c'était très intéressant parce que quand moi, effectivement, j'étais en voyage, je suis revenu pour le vernissage et il y avait des gens qui rentraient dans l'Institut suisse pour voir l'exposition. Ils se trompaient, ils avaient l'impression que c'était trompé d'adresse parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans un appartement voisin de l'Institut suisse parce que ça ressemblait vraiment à un appartement. Et alors, au milieu de tout ça, il y avait effectivement un tableau de moi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau? Oh, ben, j'ai quand même trouvé un tableau chez un collectionneur à Paris. Et puis, dans le fond, ce collectionneur n'était pas très bien, tout à fait sûr où l'installer. Alors, j'ai construit une fausse cheminée, je l'ai mis au-dessus de la cheminée. Comme ça, il saura que quand il reprend le tableau, il pourra le mettre au-dessus de sa cheminée chez lui. Et dans le fond, ces anecdotes qui sont plutôt amusantes qu'autre chose m'ont intéressé, pas les anecdotes, mais le résultat m'a intéressé parce qu'effectivement, d'une certaine manière, j'étais confronté à une exposition qui était en théorie de moi et pour laquelle je n'étais strictement pour rien. Et si l'on y pense bien, finalement, on n'y est jamais pour grand-chose. La production d'un tableau est toujours le résultat de ce qui sort dans l'entonnoir. L'entonnoir étant une culture qui est plus ou moins partagée et qui va, pour une raison ou une autre, s'étaler sur une surface et être récupérée par une intelligence qui est forcément collective et qui va donner une signification, une valeur, ce qu'on voudra, intermédiaire à un objet pendant un moment donné. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, la plupart des choses que l'on regarde, on les a déjà perdues au niveau de leur première identité. On voit toujours quelque chose qui est, dans le fond, refait par nous, par nos propres yeux ou par l'ensemble des gens avec lesquels on converse. La raison de notre convocation par rapport à une œuvre est une raison plus opportune par rapport à une actualité d'un moment donné. Donc c'est toujours transitoire. D'autant plus qu'on pourra toujours se dire que la plupart des œuvres qu'on regarde ont été réalisées pour des raisons précises, dans un contexte précis, qui est obsolète aujourd'hui, en général. Prenons l'exemple le plus simple, le plus graphiquement à décrire. La plupart des œuvres historiques qu'on regarde dans un musée ont été réalisées à une époque où il n'y a pas d'électricité, et on les voit sous les lampes qui les éclairent. Donc on est en train de vivre physiquement quelque chose qui n'est absolument pas inhérent à l'objet qui a été créé. Et on est toujours dans ce type de décalage qui est immédiat et probablement, c'est un peu difficile à comment dire, étayer, mais je pense que ce décalage produit du sens et produit en fait le sens qui permet à la culture de s'organiser et donc de faire ce que l'on appellera un échange. Donc, tu disais d'ailleurs souvent, je veux revenir un peu sur ces questions de délégation, où là tu as effectivement un peu découvert l'exposition qui était signée de John Armleder, mais qui a été réalisée en fait par Jacques Garcia le jour du vernissage. Donc lui l'avait bien compris, c'est en fait je fais le travail, mais c'est votre œuvre en fait. Donc bon, il y avait quand même son nom, mais c'est vrai que il n'était pas accrédité en tant qu'artiste. En tout cas, enfin c'était pas lui qui avait la paternité conceptuelle du travail. Et il la revendiquait pas en plus. Exactement, ouais. Et tu aussi m'as souvent dit dans ces questions de délégation les poussant à l'extrême que ton rêve, ou c'est peut-être déjà arrivé, c'était d'arriver dans une exposition et de découvrir un tableau et le trouver intéressant et que finalement c'était un tableau que tu aurais fait mais que tu avais oublié en fait. C'est pas tellement l'oubli qui m'intéressait, c'était simplement que le tableau, dans le fond, était intéressant d'une manière ou d'une autre pour moi, et non pas par rapport au fait que c'était une trace de mon existence, que je trouve totalement inintéressante. Pour reprendre cette idée-là, il y a beaucoup de projets qui m'ont intéressé dans ce sens-là. Un des plus récents que j'ai fait, juste avant, c'est peut-être pour ça que je m'exprime de manière très décousue, parce que j'ai eu quelques soucis de santé, mais juste avant de tomber gravement malade, j'ai fait une exposition à Zurich qui était la reprise de l'exposition précédente dans la même galerie. Il y avait une exposition d'Olivier Mosset dans la galerie d'Andrea Carac, et l'exposition que j'ai faite, c'était une exposition qui s'appelait
enfin l'exposition d'Olivier s'appelait Olivier Mosset, peinture récente, et l'exposition de John Armeder s'appelait John Armeder, Olivier Mosset, peinture récente. Et on n'a simplement pas décroché l'exposition précédente. Donc là aussi, j'y étais pour rien. Et c'est exactement comme si, tout à coup, on décidait que ceci était une exposition de moi et que, dans le fond, oui. Vous entendez rien. Bah, pour ce qu'on dit. Non, ce que je voulais dire, c'est que je parlais d'une exposition que j'ai faite à Zurich. Oui, c'est vrai, c'était très, les crèmes glacées, c'est peut-être pas mon truc, mais c'était donc une exposition qui a été simplement prolongée. Et la prolongation était mon œuvre, en quelque sorte, où elle était libellée comme telle. Puisqu'on s'intéresse bêtement toujours aux anecdotes de la vie des artistes, je suis sorti du vernissage avec une tumeur au cerveau, ce qui m'a permis d'être hors circuit pendant plus d'une année. Et les conséquences, c'est la manière dont je m'exprime aujourd'hui, quelque peu désorganisée. Donc en fait, on fait les choses innocemment, mais on se fait toujours rattraper. Alors, sur ces questions encore de délégation, il y a aussi tous ces principes d'équivalence. Tu m'avais dit aussi une fois, ou tu avais dit dans un texte, que finalement, que tu fasses une peinture, qu'elle soit bleue ou qu'elle soit rouge, ou que les pois soient bleus ou qu'elles soient rouges, ça n'a pas d'importance en fait, parce que le résultat est le même. Est-ce que tu pourrais un petit peu préciser cette remarque ? Je ne sais pas si je peux préciser cette remarque, et ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que sans doute si je voulais faire une peinture avec des pois rouges, mais que j'avais que la peinture bleue dans l'atelier, je les peignais effectivement avec les peintures disponibles. Donc les peintures, dans le fond, le projet était le même, simplement il se trouvait exécuté en bleu, ce que les gens qui sont dans la mode ont l'habitude de pratiquer tout le temps. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que le projet est plus important que le résultat du projet. Le peu de choses que l'on fait, en fait, c'est d'imaginer ce que l'on va faire. Après, c'est plutôt jouissif, parce que c'est un grand plaisir de fabriquer ce genre d'objet, mais la partie jouissive, dans le fond, est un dégât collatéral. Et pourtant, le dégât collatéral, c'est ce qui reste, en quelque sorte. Donc nous sommes tous confrontés plus ou moins à des reliefs, comme dans un repas en fait. Donc c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'en quelque sorte, l'effort, si j'en fais un, ce dont je doute, il précède la fabrication de l'œuvre. La fabrication de l'œuvre, c'est un peu une sorte de plaisir qu'on s'accorde, mais c'est aussi l'instrument qui permet en fait d'échanger, donc de partager ce que l'on va fabriquer, de mettre à disposition en quelque sorte. Mais c'est aussi à partir de là que l'on disparaît parce qu'effectivement l'objet est pris en charge et les gens qui le prennent en charge en deviennent auteurs. Donc là tu parles des spectateurs en fait. Du spectateur, de tous les utilisateurs, hein, parce que les gens qui ont une galerie, les gens qui commentent les œuvres, les gens qui transportent les œuvres, toutes ces personnes-là sont les vrais auteurs. On le sait depuis au moins Duchamp, et on le sait peut-être depuis toujours. En plus, il y a une dimension liée au hasard aussi dans la production de tes œuvres, puisque tu ne maîtrises pas forcément non plus les différents éléments qui les constituent. Donc, est-ce que ça c'est volontaire aussi? C'est une espèce de façon de te surprendre ou de... Volontaire. On sait, enfin certains savent que dans le fond, les choses que je fais, je les fais parce qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de connaître John Cage, un artiste, un compositeur, musicien, qui a toujours utilisé des systèmes de hasard, des systèmes de chance, comme on dit plutôt en anglais, pour construire une œuvre, parce qu'il pense que l'influence psychologique de l'individu dans l'œuvre restreint la plateforme sur laquelle elle va agir. Je pense que c'est inhérent à mon travail et que le principe d'équivalence, comme il est plus ou moins décrit par Robert Filliou,
fait que l'important, c'est qu'on entre en jeu, que l'on met les choses à disposition et qu'on les échange. À partir du moment donné qu'on cherche à les contraindre, on fait, par la force des choses, un schéma qui est exclusif. Et la tendance qu'on pourrait avoir tout à fait naturelle de l'exclusivité, c'est-à-dire de l'exclusion de l'autre, est le début de la mort en quelque sorte. Donc en quelque sorte, je pense toujours que n'importe quelle plateforme que l'on ouvre et qui se trouve naturellement, totalement accueillante, est une plateforme dynamique. Je voulais revenir aussi sur une phrase de Christian Bernard, avec qui tu avais réalisé une grande rétrospective au MAMCO à Genève et qui parlait justement de ces questions de décor. Je la lis et j'aimerais bien si tu peux la commenter. Donc c'était « Si le destin des œuvres d'art est de venir se fondre dans les décors domestiques, urbains ou muséaux, celui des décors ne serait-il pas de se confondre aux œuvres ?» Oui, c'est un peu l'idée du renversement aussi. Chez Christian, on avait fait une exposition où on sélectionnait, en l'occurrence c'était moi, mais on sélectionnait un certain nombre d'œuvres dans 3 salles différentes qui relevaient du même inventaire, c'est-à-dire que là où il y avait la même géographie d'accrochage, c'est-à-dire que là où il y avait une peinture géométrique abstraite, il y en avait une autre dans l'autre salle, là où il y avait un fauteuil, il y avait une autre dans l'autre salle. Donc il y avait exactement le même nombre d'objets, la même topographie, mais les objets étaient en fait différents. Et ce qui m'intéressait, c'était dans quelle mesure ce changement d'objets, tout en respectant la même description de l'inventaire, changeait quoi que ce soit à l'expérience. Maintenant, il faut bien avouer que, vu ma manière de mettre ça en scène, l'équivalence était assez forte, malgré la disparité totale du choix et de la mise en scène de ces objets. J'avais refait ça, je crois, à la Deichtorhallen à Hambourg, et c'était peut-être encore plus lisible parce que c'était 2 salles qui étaient seulement divisées par un mur, donc c'était comme une image stéréoscopique. C'était la remise en place de 2 choses similaires, mais qui ne se superposaient pas. Et pour reprendre, puisqu'on a toujours un peu tendance à reconstruire nos aventures intimes, quand je suis ressorti de ces problèmes médicaux que j'ai eus, donc j'ai une opération au cerveau, les yeux sont des petits appareils qui enregistrent des images et qui sont séparés. Donc on a une vision en fait qui est stéroscopique. C'est le cerveau, bien sûr, qui en fait une image et non pas 2. Or, pendant une semaine, je voyais 2 images qui ne se superposaient pas. Les gens qui sont dans la médecine savent exactement comment ça se passe. Mais moi, venant d'ailleurs, après cette opération, je pensais que le monde était comme ça. C'était un peu que le monde était comme si on va au cinéma voir une exposition en 3D, sans les lunettes, et que le monde aurait été comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'ai vaguement un souvenir de comment était le monde. Je ne me rappelais pas que c'était vraiment comme ça, mais dans le fond, pourquoi pas? Et donc, dans ces accrochages-là, c'est quelque chose comme ça qui m'intéressait, à part que, dans ce qui m'est arrivé, évidemment, en une semaine ou 2, tout à coup, ces images se sont rapprochées, ça en est devenu une. Et maintenant, je vous vois, non pas à double, alors que peut-être, parce que j'avais aucun moyen de le savoir, peut-être que je me disais, mais en fait, vous êtes à double. Et quand je m'étais réveillé, c'était le monde comme il était. Et rien ne me prouve aujourd'hui que je vois plus juste qu'avant. Et dans un même sens, on s'accroche terriblement aux réalités comme étant permanentes. Pour reprendre ces anecdotes, comme j'étais parti dans un autre monde, à un moment donné, je me suis dit, mais dans le fond, peut-être je suis mort, et que simplement, quand on est mort, le monde est exactement le même que celui où on est. Et dans le fond, rien ne me prouve que dans le fond, ce que je vis en ce moment n'est pas une autre dimension et que je ne suis pas mort depuis longtemps. Alors,
Moi, j'ai une question par rapport à qui pourrait peut-être mettre à mal ces principes d'équivalence, justement. C'est la question du vin. Parce que là, tu fais des choix et là, tu dis ce vin-là n'est pas équivalent à l'autre. Alors, c'est des questions de goût, mais les questions de goût, elles existent évidemment aussi dans l'art. Donc, j'aimerais savoir comment tu fais ces choix-là précisément à certains moments et pas dans d'autres. Dans les vins, tu veux dire? Par exemple. Alors, la première chose, c'est que tu m'attribues des connaissances que je n'ai vraiment pas, parce que d'abord, je n'ai pas bu d'alcool du tout jusqu'à ce que j'ai au moins 30 ans, et j'en bois très peu. L'avantage de ne pas être un pratiquant de quelque chose, c'est que dans le fond, on est naturellement très sélectif, c'est-à-dire que on a de la peine à boire du mauvais vin quand on n'en boit pas du tout, en fait. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ça, mais disons que on est résistant d'une certaine manière. Mais par contre, on se rend compte que le goût est aussi une culture, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est fascinant de voir que les gens élaborent quelque chose avec un certain nombre de connaissances, et que ces connaissances concourent à des décisions qui relèvent de décisions de goût qui sont partagées ou non. Le goût pour certains vins et pour certains autres vins va changer d'une époque à l'autre, et c'est exactement la même chose pour les œuvres d'art ou pour l'esthétique en général. C'est-à-dire qu'on sait que si on prend selon les cultures et selon les époques, le profil de la femme idéale, par exemple, esthétiquement parlant, change complètement. Or, ce sont toujours des femmes et ce sont toujours des hommes qui les regardent par rapport à un désir, en quelque sorte. Donc, on se rend compte qu'il y a une absence totale de stabilité et qu'on construit des conventions. Et on peut aussi se tromper complètement parce que si on prend le vin, ce qui est un bon exemple, il y a une culture qui est extrêmement sophistiquée, extrêmement travaillée, extrêmement suivie, et des spécialistes qui savent parfaitement bien de quoi ils parlent, contrairement à moi maintenant, par exemple. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut aussi tout travestir et qu'on peut faire des faux. On le sait dans notre domaine des tableaux, il n'y a rien de plus facile. Mais dans le vin, finalement, c'est aussi simple. C'est pas simple, mais disons, ça peut tout aussi bien arriver. Et si on prend un exemple typique, c'est qu'on sait que, par exemple, en Chine, aujourd'hui, l'expertise chinoise permet de copier des vins autant bien que possible. Généralement très mal. Mais néanmoins, ils sont quand même arrivés au stade où on arrive à élaborer des faux vins français et les exporter, les vendre en France. Et que les spécialistes en France vont les évaluer exactement comme si c'était les vins dont la bouteille est recouverte de l'étiquette. Donc, au niveau de cette identité, ce dont on se rend bien compte, c'est que finalement, la nécessité de l'authentique est tout à fait discutable. Prenons un autre exemple. Si on va au Japon, on va dans un temple qui a 500 ans. On vous dira, ça c'est formidable, c'est la première fois qu'on a fait un truc comme ça, c'est tout à fait remarquable, les piliers ont ce diamètre, etc. On vous dira, oui, mais le problème c'est qu'effectivement, c'est même pas un problème d'ailleurs pour eux, 20 ans plus tard, tout a brûlé, on a tout reconstruit. Puis, 40 ans plus tard, ça a de nouveau brûlé. Finalement, vous vous rendez compte que ce que vous voyez vient d'être reconstruit. Et pour le japonais, l'authentique est de toute évidence dans l'idée. Ce n'est pas du tout dans l'objet physique que vous êtes en train de regarder. Je pense que ça, c'est quelque chose qui met à mal un peu notre fétichisation de l'original, de l'authentique. Encore que, de nouveau, c'est un instrument du langage. Donc peut-être qu'on a besoin de fétichiser les choses de cette manière-là. Mais le fait que le vrai est peut-être ailleurs que l'on pense qu'il est pour moi un élément dynamique. Alors justement, tu parles de ces histoires de changement en fait, de perception selon les époques. Tu es en train de travailler sur une exposition avec Carzo
qui est un exemple assez typique d'un artiste qui a été très reconnu à un certain moment, puis complètement oublié aujourd'hui, ou en tout cas dans le cercle de l'art contemporain, peut-être dans d'autres il reste encore assez présent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à Carzou? Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet artiste? Et quelle est cette idée de collaboration? C'est vrai, pas exactement une idée. Il se trouve qu'un galeriste, M. Richard, avait remarqué que dans un entretien, j'avais mentionné avec Suzanne Paget, quand j'avais eu l'exposition au Musée d'art moderne de la ville en 87, donc c'est quand même une vieille histoire, j'avais mentionné Carzou, je ne sais même plus d'ailleurs pourquoi. Jean Carzou est un artiste qui était l'artiste le plus vendu, collectionné en France dans les années 50, la fin des années 40, début des années 50. Plus que Bernard Buffet, Georges Mathieu ou ce qu'on voudra à ce moment-là. C'est un académicien. Etc. Il se trouve que son trajet est anecdotiquement amusant. Il est né à Alep, ville sinistrée. Il était arménien, il est allé en Arménie, génocide, il est arrivé en France et il a effacé l'existence de des prémices de sa présence sur cette terre, ce que je ne croyais pas. Moi, j'avais cru beaucoup plus progressiste que ça, mais c'est son fils qui, lui, n'a pas du tout cet avis-là. Il dit non, mon père était un ringard réactionnaire complet. Je le sais parce que moi, je suis membre du Parti communiste et mon père, c'était pas du tout son profil. Donc tout ça, c'est un peu des anecdotes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet artiste, effectivement, était parfaitement reconnu en France. Hein, c'est pas ça dépasse pas peut-être un peu en Europe, mais pas beaucoup plus. Mais néanmoins, c'était vraiment un artiste complètement établi et qui effectivement est connu encore que par la génération qui était confrontée à ce succès-là, mais qui ne savent dans le fond pas grand-chose par ailleurs de cet artiste-là. Et je ne sais pas, moi, si ça m'intéresse plus qu'autre chose. Mais néanmoins, m'y intéressant, et parce que ce galeriste avait lu mon entretien, donc c'est vraiment des voix détournées, avec Suzanne Paget, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas une exposition dans ma galerie ?» Parce que j'ai déjà un contact avec le fils de Carzou, etc. Et ça m'a intéressé aussi, parce que je me suis rendu compte que dans l'œuvre de Carzou, comme dans l'œuvre de beaucoup d'autres artistes, il y avait des œuvres finalement qui m'intéressaient beaucoup. Il se trouve que c'est les œuvres de jeunesse de Carzou qui sont des œuvres abstraites, qui font penser peut-être à Willy Baumeister ou à une espèce d'abstraction un peu art déco, comme ça, et qu'on ne connaît absolument pas. Alors, on a pu choisir un certain nombre de ces œuvres-là et les exposer à côté d'œuvres que j'ai réalisées moi-même. Et le galeriste qui pensait que de toute façon à Paris, à New York, parce qu'il y a une galerie à New York, ils n'avaient aucune idée de qui était Carzou, ça ne servait à rien de mettre les œuvres de Carzou, il suffisait de mettre les miennes. Et on a conclu que l'exposition n'avait de sens que s'il y avait la confrontation entre mes œuvres et celles de Carzou, d'autant plus qu'il est arrivé ce que je souhaitais intimement, c'est-à-dire que les gens qui effectivement ne connaissaient pas Carzou à New York pensaient que les œuvres de Carzou étaient les miennes et celles de Carzou étaient celles de Carzou. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'intéressait dans cette collaboration, on pourrait dire, avec Carzou? Est-ce que c'était parce que c'est quelqu'un qui a été à un moment donné le représentant d'une certaine peinture qui est passée de mode? Parce que toi aussi, tu parles souvent d'effets de mode, en fait, dans l'histoire de l'art. On a aussi eu des discussions où on essayait de se rappeler les artistes qui avaient participé, par exemple, au Biennale de Venise, je ne sais pas, il y a une trentaine d'années, il s'avérait qu'on n'en connaît plus vraiment. Donc il n'y a pas un effet de permanence aussi fort qu'on a l'impression qu'il existe dans le milieu de l'art. Donc est-ce que c'était cette dimension-là qui t'intéressait dans cet artiste, ou c'était vraiment un corpus d'œuvres particulier? Sans doute les deux. Ce qui m'intéresse sans doute, mais encore, c'est un intérêt qui est un peu parallèle, c'est le problème de la légitimité. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à penser que quelque chose fait sens parce que c'est accrédité d'une valeur dans un type de société. Et une fois que cette valeur disparaît, l'objet peut éventuellement disparaître ou peut revenir tout aussi bien. Donc c'est pas clair. Et ce qui m'intéressait, c'est que finalement, malgré l'entourage, l'étayage déficient
autour d'une œuvre, on se rend compte que l'œuvre peut être tout à fait intéressante. Et dans le cas de ces Carzou, je les trouve vraiment bien en plus. Ils ont une certaine autonomie. Oui, je pense que c'est des œuvres on les attribuerait à quelqu'un d'autre qui serait placé sous un autre faisceau, on les trouverait parfaitement, comment dire, elles jouiraient d'un autre type d'efficacité. Ce qui veut donc dire, autrement, c'est que les choses que l'on regarde, si elles ne sont pas étayées dans certains discours ou un certain relais, c'est difficile de les lire ou de les comprendre. Sans aller jusqu'à considérer même qu'un certain nombre de choses sont discréditées. On le sait bien parce que beaucoup de choses que l'on a vécues quand on a des longues vies comme la mienne, il y a un certain nombre de choses que l'on aimait bien à une époque et on ne sait même plus ce qu'elles sont. Même nous, je ne sais pas seulement qu'on ne sait plus les noms des gens dans une biennale, on ne sait même plus ce que l'on aimait. Et on ne sait plus pourquoi on les aimait. Pour une bonne raison, parce que si on les aime de nouveau, on les aimera pour d'autres raisons. Et cette mobilité, cette flexibilité ou cette mouvance fait que c'est ainsi que les choses prennent sens. Si l'on fige quelque chose sur une définition qui serait permanente, c'est sûr qu'elle va disparaître. Elle va disparaître aussi vite que nous ou même plus vite que nous. Et donc l'intérêt, en fait, c'est si sens il y a, ce sens se modifie. Très bien, ok. Non, mais parce que c'est évidemment très déstabilisant comme point de vue, puisque ça met à mal un petit peu certaines certitudes par rapport à l'art, on va dire. On peut reprendre ça autrement. Un certain nombre d'artistes qui ont eu aussi une production qui est très variée, polymorphe, selon l'époque. On va apprécier certaines œuvres plutôt que d'autres. Pour prendre l'exemple de Picabia, quand j'étais tout jeune, on aimait les dessins mécaniques dadaïstes de Picabia. Tout le reste, on disait, oui, c'est ce qu'il a fait par la suite. Après, tout le monde a adoré les transparences. Après, tout le monde a aimé les peintures à la Warhol, de genre, en quelque sorte, ou les cartes postales, ou alors les peintures abstraites à la fin de sa vie. Dans le fond, c'est toujours le même artiste, c'est les mêmes œuvres, l'artiste n'est même plus là, il n'est même plus impliqué. L'identité de l'objet va changer. Après, on se rend compte que dans le fond, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il ait tout fait. Et en plus de ça, non seulement il a tout fait, il a plus ou moins tout le temps tout fait. C'est pas comme Picasso qui a une période après l'autre, plus ou moins, mais c'est quelqu'un qui utilise les différentes stratégies sans arrêt. Et cette mixité est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse parce que je crois que notre intelligence est construite comme ça, d'une certaine manière. Notre perception du monde relève de la même manière et si elle est de la même stratégie et si elle ne suit pas celle-là, elle s'éteint, elle ne produit plus rien. Maintenant, de nouveau, pour revenir à mon motto permanent du plus ça change, plus c'est la même chose, c'est aussi vrai que malgré tous ces va-et-vient, on en arrive toujours plus ou moins au même point. On a toujours les mêmes angoisses de vie. On essaye tous d'ailleurs de ne pas mourir. On essaye tous d'aimer la personne qu'on aime le mieux possible. On aimerait tous que tout le monde vive le mieux possible, mais pas beaucoup plus. Donc tu penses que si un jour on arrive à éditer ce guide de voyage par John Arm Leder, il sera assez vite démodé, mais à nouveau à la page peut-être plus tard et à nouveau démodé, donc c'est en fait un espèce de cycle perpétuel en fait. C'est-à-dire que la perception des choses qu'on a est tout le temps en train de changer, ce qui me semblait pas toujours évident puisque certains hôtels, comme tu dis, sont old school et sont les meilleurs quand même depuis plusieurs siècles. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi long que ça, mais... Le seul intérêt d'un guide, c'est d'être un guide. Les repères qu'il donne sont une manière de décorer le guide. Donc c'est un peu comme les enfants qui font des trajets pour essayer de trouver un trésor. C'est le trajet qui compte, c'est pas le trésor. D'ailleurs, généralement, il n'y a pas le trésor. Donc c'est le chemin qui compte.